Cette interview est super percutante. Vous l'avez déjà suivi? Pas encore? Il faut suivre. Suivons ça. Suivons ça. Suivons ça, les amis. Incroyable. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Quelle réponse. Comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Je peux vous donner un autre peut-être matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain 3 fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, 3 fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre choix. Personne ne vous empêche, mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis 1 an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là, si les Occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine. Ça, c'est une question très intéressante, puisque apparemment la Russie ne fait pas ce que la Russie a promis de faire, malgré les attaques qui se poursuivent. Écoutons ce qu'il a à dire. Mais vous pouvez avoir les doutes, de toutes les façons, c'est votre droit. On est dans les pays démocratiques. Je vous dis, c'est ce que ressentent les Russes par rapport la question de Monsieur Colonel, c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qu'on va fournir en Ukraine? On va les brûler, comme tous les gens qui vont venir avec ces chars, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider les chars Leclerc ou les chars Léopard. Attendez, vous attendez, tous les spécialistes. Piotr Tolstoï, pour parler concrètement, vous vous attendez à ce que s'il y a des livraisons de chars occidentaux, il y ait à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux? Pour vous, les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir? Mais bien sûr, parce que je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander, monsieur le colonel, pour avoir le service technique d'un char, il faut toute une équipe qui fait ce service après chaque bataille. Ça, c'est très intéressant comme point. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens de l'OTAN pour manipuler ou utiliser ces chars. C'est très intéressant. Beaucoup de personnes n'y ont pas pensé. Continuons. Il faut avoir un opérateur qui est qualifié, qui connaît comment on peut guider ce char. Donc, vous ne pouvez pas, du coup, fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça, je peux vous garantir. Donc, il est en train de dire, en d'autres termes, vous qui osez dire, nous allons fournir des équipements aux Ukrainiens, mais nous ne sommes pas impliqués dans ce que les Ukrainiens font avec ces équipements. C'est un gros mensonge. Parce qu'il dit, on peut pas fournir des chars aux Ukrainiens et les laisser partir avec à la guerre. Ça ne se fait pas. On peut pas te donner une mobilette si tu n'as jamais conduit de mobilette pour aller faire une course. Il te faudra du temps pour faire ces entraînements. Donc, nous savons ceux qui sont dans les chars ne sont pas Ukrainiens. Intéressant. Continuons. Colonel Goya, sur ce point-là spécifiquement. Non mais, Monsieur Tolstoï, ça s'apprend. Hein. On a fourni des matériels d'artillerie également assez complexes. Ce sont les Ukrainiens qui les utilisent. Ce sera la même chose avec les chars de bataille que nous fournirons. Les Russes d'ailleurs la même chose. Ils fournissent les chars au monde entier et d'autres pays apprennent à utiliser les chars russes. Mais Piotr Tolstoï, on a l'impression finalement qu'il n'y a pas beaucoup de réaction du côté de la Russie. Est-ce que, après tout ce qu'on a vu, les armes qui ont été fournies les unes après les autres par les pays occidentaux, on a l'impression finalement que vous n'avez pas vraiment de moyens de réaction? On n'a pas peur des armes qui ont fournies par les Occidentaux parce que chaque jour, dans tous les bilans du ministère de la Défense, on a 2 systèmes artillerie français qui est éliminé. On a 3 systèmes HIMARS américaines qui sont bombardés. Donc,
vous inquiétez pas, tout ça va se retrouver, je sais pas, en Turquie pour le métal très bientôt. Tout ce que vous emmenez comme char et tout le bazar, ça va se retrouver en Turquie pour le métal, donc pour les métals de rechange, hein, pour être retravaillé. Ne vous en faites pas. Vos chars, là, on va envoyer ça en Turquie. Hein, comment on appelle ça en français? Là où on reprend les métaux des voitures abîmées, tout ça. Il est pas facile, ce monsieur. Et on a bien compris, pardon, mais si, comme vous n'avez pas peur des armes occidentales, vous vous protégez en mettant des batteries de défense antiaérienne à Moscou, c'est pour ça que vous les mettez là. Diamancel. J'ai une question. Je comprends pas, Piotr, la stratégie militaire du président Poutine. Il a accepté une campagne de terreur en tirant des dizaines de missiles pratiquement par jour contre soi-disant des cibles d'infrastructures énergétiques. Mais par exemple, le 14 janvier dernier, à Dnipro, c'est un missile Kh-22 qui a été tiré. Et vous le savez comme moi, c'est un missile qui a été retiré du service en 2007 parce qu'il est très peu précis et qu'il emporte une charge d'une tonne qui fait des dégâts considérables. Et du coup, ce missile a fait abattre un immeuble complet d'habitation avec plus de 72 appartements. En d'autres termes, il dit, les Russes utilisent des missiles qu'ils ont retirés de service. Donc, ils n'ont soit pas assez de missiles, ou ils sont complètement désemparés. Leur stratégie n'est pas claire. Pourquoi on utilise des anciens missiles? Suivant. Il a fait au moins 45 morts. C'est ça, le ciblage, la capacité de l'armée russe, ou c'est juste parce que vous avez même plus les munitions nécessaires pour pouvoir les guider sur vos objectifs? Écoutez, les histoires que les Russes n'ont plus de munitions, ça dure déjà des mois. Je n'ai pas dit ça, je dis pourquoi vous lancez un missile que vous savez complètement obsolète et qui va faire des destructions massives dans une ville. Donc, les armes que vous utilisez sont obsolètes, on s'en sert plus. Ça va faire des destructions parce que ça n'a pas de précision. Comment ça se fait que vous utilisez ça? C'est un combat, mon cher. On se bat. Est-ce qu'il faut établir ce que moi je peux utiliser ou pas? Suivant. Et c'est comme ça que vous libérez une ville, c'est ça? Ok. Permettez-moi de répondre. Alors, on n'a pas le déficit de munitions. On va tirer encore, on a beaucoup de missiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez demandé la stratégie de M. Poutine. Oui. Peut-être la stratégie de M. Poutine, c'est la stratégie pour ne pas que vous le compreniez. C'est ça la stratégie. Waouh. La stratégie que vous ne compreniez pas, M. Poutine. Waouh. Donc, pendant que tout le monde s'attend à ce que Poutine frappe déjà, il ne le fait pas. C'est un échiquier. Pendant que tout le monde s'attend qu'il frappe déjà, qu'il réagisse, il ne le fait pas. Ici, la stratégie de M. Poutine, il dit, excusez-moi en anglais, la stratégie de M. Poutine est que vous ne compreniez pas la stratégie de M. Poutine. Clair que vous êtes déjà dans le vague. Et ce qui concerne cette histoire sur Dniepr, donc c'est la missile antiaérienne ukrainienne qui a abattu le missile russe sur l'immeuble. Ça a été reconnu même par les officiels en Ukraine. Donc, tous ces histoires que les Russes... C'est faux, je tiens à vous le dire, Piotr, parce qu'il y a un journaliste de Russia Today qui a essayé de me vendre cette histoire, cette sornette, que c'était un missile antiaérien ukrainien qui avait détourné le Kh-22. Ouais. Sauf que si vous aviez un tout petit peu de connaissances militaires, vous sauriez qu'on ne sait pas intercepter un missile Kh-22. Wow, ils veulent le diminuer. Si vous avez un tout petit peu de connaissances militaires, vous pouvez savoir qu'on ne sait pas intercepter ce missile-là. Ah, dénigrement en direct. Les Français sont champions dans cette histoire. Surtout quand tu ne parles ou n'écris pas bien français. Même si tu es Ghanéen, Zimbabwe ou Chinois. Bref, continuons. Donc c'était même pas envisageable. Et quand vous avez tiré ce missile Kh-22, vous saviez que vous alliez commettre des destructions massives. Mais c'est très intéressant ce que vous dites quand vous expliquez que même Poutine a une stratégie incompréhensible, parce que je pense que globalement le chaos de cette guerre, c'est à cause d'un tyran chaotique. Et quand je vois par qui il est entouré, je comprends qu'il n'y arrivera pas. D'abord, j'ai toujours le plaisir de vous entendre, mais si vous me permettez de finir la parole, ça serait très gentil. Donc, je vous dis que la stratégie militaire russe est construite de telle façon que ni Français, ni les Européens, ni les Américains ne le comprennent pas. Ça, c'est plus ou moins clair, et j'espère que vous avez eu le temps pour analyser l'absence de votre compréhension en stratégie. Ce qui concerne la missile ukrainienne qui a détourné la missile... Analysez l'absence de votre compréhension en stratégie. Donc, vous n'êtes pas stratège. Vous ne pouvez pas comprendre.
sur la maison. Ça, c'est une chose, pour nous en tout cas, prouvée. Vous êtes dans votre paradigme des mythes construits par la presse occidentale. Vous pouvez rester dans ce paradigme. Mais je peux vous dire une autre chose qui peut-être va vous intéresser. Si la Russie visait les civils dans cette guerre, on était déjà plusieurs fois à Kiev. On a l'armement qui peut brûler des kilomètres de front en avant, mais on ne l'utilise pas justement parce que les Russes ne visent pas les civils dans cette guerre. 30 000 déjà victimes. 30 000 déjà victimes, Piotr Tolstoï. 30 000 victimes civiles, morts ou tuées, morts ou blessés, pardon. 30 000, 30 000. Minimum 30 000, Piotr Tolstoï. Mais vous sortez ces chiffres d'où dans votre Mariupol, tête, la ville Mariupol, vous l'avez rasée. 30 millions. Mais je vous dis 30 000, je vous dis 30 000. Petite Sergei question. Girlov, ensuite Ulysse Gosset. Sergei Girlov. Petite question, Monsieur Tolstoï. Vous étiez tellement sûr que vous avez la force russe qui va bien évidemment détruire tout le temps et le monde entier. Où est-ce que se trouve... Pas tout le temps, seulement les chars. Attendez. Laissez-moi finir de vous poser la question, vous répondrez après. Ouais. Vous êtes fier de votre armement. Où se trouve votre char Armata que vous avez présenté pendant des années? Où se trouve ce char Armata sur les champs de bataille? Pourquoi M. Poutine a limogé M. Rogozin? Parce que justement, M. Rogozin n'arrivait pas à fabriquer les missiles, y compris Sarmat. Pourquoi M. Poutine a limogé son responsable de l'agence cosmique? D'abord, le départ de Rogozin n'a rien à voir avec les Sarmat. Sarmat, ils sont construits et ils sont aujourd'hui dans l'armée russe. Deuxièmement, ce qui concerne les chars Armata, ils ont été remplacés par les chars T-90, et vous le connaissez bien, ça c'est les chars mieux que les chars américains Abrams. Mais je peux vous dire que évidemment, comme dans n'importe quel pays du monde, comme dans n'importe quel pays du monde, la Russie a des difficultés à avoir beaucoup d'armements en même temps. Mais comme vous peut-être déjà remarqué, on n'a pas ni le déficit du char, ni le déficit des missiles, ni le déficit des bons commandants sur le terrain dans l'armée. On a malheureusement beaucoup d'armements et beaucoup de munitions qui arrivent en Ukraine de l'Europe. Mais on va tôt ou tard en finir avec ça aussi. Parce que ça n'est pas fini. Et on a bien compris, c'est là déjà que ça n'était pas fini. On va finir avec d'abord les électrostations, après les ponts et les tunnels par lesquels vous êtes en train de fournir l'armement en Ukraine. Les ponts et les tunnels à travers lesquels vous fournissez des armes à l'Ukraine. Intéressant. Les tunnels, waouh. Ça va pas tarder, mais étape par étape, on s'approche à notre but de cette opération spéciale militaire. Donc, de quel pont et de quel tunnel vous parlez, Piotr Tolstoï? De quel tunnel? Le tunnel dans les montagnes de Carpates, où arrivent les trains de Pologne sur le territoire ukrainien. Ulysse Gosset. Le monsieur est confondu. Donc les Russes ont déjà un devoir de renseignement bien établi. Ils savent que les munitions, les armements sont fournis à travers des tunnels en Pologne. Intéressant. On a bien compris. Et il lui pose la question, vous connaissez Monsieur Tolstoï, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie. La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre devienne une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe? Écoutez, quand vous me demandez si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez reconnu, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux militaires. Donc bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi. Comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui
participe à une guerre du côté ukrainien d'une façon militaire qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre. Ce qui concerne le futur, vous demandez si, par exemple, cette guerre dure encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, s'il ne va pas déborder le territoire ukrainien. On va voir, ça va dépendre de votre participation, de la participation des pays de l'Europe dans cette guerre. Vous allez maintenant donner les chars, après vous allez donner des avions, après vous avez envoyé légions étrangères ou je ne sais pas quoi. Donc, dès que les soldats étrangers seront sur le territoire de l'Ukraine, les soldats de l'OTAN, pour nous, ça serait, comme aiment dire les Américains, une ligne rouge. Donc, tout dépend de vous, en fait, dans cette guerre et dans le futur de cette guerre. Nous, on n'a aucun intérêt de continuer ça pendant 2 ans ou 3 ans. Ce que l'on voit, c'est que vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé, Piotr Tolstoï. Vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé. Quand on voit, la globalité de toutes les armes occidentales qui ont été livrées aux Ukrainiens, en réalité, vous ne pouvez pas réagir face à ça. Ça, c'est un point très intéressant. Vos lignes rouges semblent avoir reculé à plusieurs reprises. Apparemment, vous ne pouvez rien faire contre tout ce qu'on fait pour l'Ukraine. Malgré le fait qu'on ait franchi la ligne rouge à plusieurs reprises, vous ne faites absolument rien. Vous avez fait des promesses disant si vous osez faire ça, on bombarde. Vous touchez ici, on détruit. Votre ligne rouge semble avoir reculé à plusieurs reprises. Expliquez-nous, monsieur. Très intéressant. Suivez. Vous ne savez pas réagir face à ça. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la prochaine ligne rouge, ce sera quand des soldats occidentaux viendront faire la guerre sur le sol ukrainien, ce qui n'est pas du tout prévu, évidemment. Mais si cette ligne rouge, si c'est votre ligne rouge aujourd'hui, avant ça, il y a beaucoup d'étapes, notamment en termes d'armement. Les chars, l'aviation, effectivement, vous-même vous le disiez, ça va en faire des armes contre vous. Non, mais quand vous dites beaucoup d'États, vous pensez que tous ces États, c'est les États de l'Union européenne, Grande-Bretagne, les États-Unis et Australie. Évidemment, je parlais beaucoup d'étapes. Des étapes. Oui, Australie. Oui. Et donc, quand les gens ils se réunissent contre la Russie, pour nous, c'est pas quelque chose, c'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose très paradoxal parce que ça a été déjà dans notre histoire. Donc, nous sommes prêts. Quand vous dites que les chars, c'est une ligne rouge, je vous ai dit, ils seront brûlés comme étaient à l'époque brûlés les chars allemands sur le territoire ukrainien. On va juste répéter l'histoire. Parce qu'en fait, les Ukrainiens, ils mettent les mêmes symboles sur les chars que mettaient les troupes d'Adolf Hitler. Malheureusement, ils ne sont pas les nazis. Non. Ils mettent le même symbole, mais pour les Français, ils ne sont pas les nazis. Ils sont les victimes de la politique agressive de la Russie. Donc, on va éliminer tout ce public et on va s'arrêter à la frontière ukrainienne et on va regarder dans les yeux à des politiciens européens qui appellent sans cesse à accélérer la guerre et gagner la guerre sur le terrain. Donc, on va regarder à les yeux au monsieur Borrell ou à les autres grands politiciens qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent gagner la guerre contre la Russie. Et on va attendre leurs propositions sur le futur monde, sur la future sécurité européenne. Vous inquiétez pas, ça va venir très vite et on va pouvoir discuter ça dans votre studio. Qu'est-ce que vous pensez de la Turquie, puisque la Turquie, bien qu'elle n'applique pas les sanctions économiques, livre massivement des drones à l'Ukraine, il livre aussi des drones à l'Azerbaïdjan, alors que la Russie d'ordinaire défend l'Arménie. Pourquoi vous ne qualifiez pas la Turquie d'ennemi ? Ils sont très malins, les Turcs, parce que ils n'ont pas osé exploser les gazoducs comme ça fait les Européens. Donc, vous ne répondez pas à ma question en fait. Pourquoi vous ne les blâmez pas pour les livraisons d'armes ? Pourquoi vous ne les qualifiez pas d'ennemis alors qu'ils livrent des armes qui permettent d'attaquer le territoire russe à l'intérieur et vous ne dites pourtant rien à Erdogan ? Parce que avec la Turquie et avec M. Erdogan, on a d'autres terrains de coopération, notamment coopération économique, importants pour nous dans cette période. Donc l'économie est plus importante que le militaire ? L'économie est plus importante que le militaire ? L'économie, c'est important, mais j'ai dit que les Turcs,
ils n'ont pas osé d'exploser les gazoducs. C'est ce qu'ont osé les Européens ou les Britanniques ou les Américains, je ne sais pas qui. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Non, moi, j'enquête pas. Vous non plus. Oui, monsieur Tolstoy, au fait, on a eu des preuves. Ça fait quand même plusieurs mois que vous annonciez la fourniture de preuves accablantes sur l'application britannique. C'est comme avec 30 millions des civils ukrainiens qui sont morts. On a dit 30 000. Vous savez très bien que j'ai dit 30 000. Hein. Vous pouvez répéter 30 millions, j'ai dit 30 000. Il n'y a aucun problème et je maintiens le chiffre. Le monsieur a un niveau de sarcasme hors de ce monde. En fait, c'est incroyable de le voir manipuler une langue qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas un français. Okay. Généralement, quand vous parlez votre langue à une autre personne, vous avez naturellement l'avantage. Et là, ce n'est pas le cas. On croirait que c'est lui le français, simplement avec ses méthodes de réflexion. Brillant. Monsieur Tolstoy, vous avez parlé d'économie, vous avez dit la Turquie est un partenaire économique important. Bon, le volume des échanges entre la Russie et la Turquie est nettement inférieur à celui que la Russie avait avec l'Europe. Et en fait, vous avez provoqué les sanctions avec votre principal partenaire économique qui vous permettait de gagner de l'argent et en plus qui vous vendait tout ce que vous ne produisez pas. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de sensé? Mais c'est pas nous qui ont entendu les sanctions contre les Européens, c'est les Européens qui, après Washington et Londres, on entendait les sanctions contre la Russie. Et c'est pas votre décision, c'est pas une décision européenne. C'est la décision qui a été prise à Washington. Pour nous, c'est clair, parce que pour l'Europe, ça n'a aucun sens de mener une guerre économique contre la Russie. La Russie était le seul votre ressource pour rester comme la civilisation dans le futur monde. Il y a la Chine, les États-Unis, l'Europe aura pu être, mais malheureusement ne le sera pas à cause de toutes ces décisions et notamment à cause de l'opération militaire en Ukraine. Mais ça, c'était votre choix. Nous, on était toujours pour la coopération avec l'Europe. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, Monsieur Tolstoy. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui, en vous regardant, se demandent si vous vivez sur la même planète que nous ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle. Écoutez ça. Non, c'est vrai, vous avez raison. On vit dans des planètes différentes parce que par les narratifs américains, par le mensonge que vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment en France et en Afrique, vous avez complètement changé, vous avez détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous êtes le centre du monde, tandis que avec 75% des entreprises qui travaillaient en Russie avant le début de l'opération continuent de travailler. Ils ont juste changé leur juridiction. Il y en a la plupart du monde entier continue à coopérer avec la Russie et cette coopération aujourd'hui se développe beaucoup plus vite que à l'époque quand on avait la coopération avec l'Europe. On arrive à vous, Piotr Tolstoy. La vraie image, malheureusement, vous échappe parce que vous regardez dans le monde du votre coin européen. Mais je vous rappelle que le plus grand pays de l'Europe, c'est la Russie. Merci Piotr Tolstoy, merci à vous. Je suis obligé de vous couper, merci à vous. On arrive. Incroyable les amis, je n'ai pas de commentaires à faire, j'en ai beaucoup, mais je préfère me retenir. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette vidéo? En 3 points, s'il vous plaît. Quels sont les points essentiels? 3. Partagez avec nous 3 points essentiels que vous avez remarqués de cette vidéo. Quelle est la leçon que vous tirez de cette vidéo? En 3 points. God bless.